ISLM, c'est le modèle que tous les étudiants à un moment donné en macroéconomie se mettent à analyser. Et c'est un modèle qui reste, même s'il est de moins en moins utilisé d'une certaine manière par les économistes professionnels, parce qu'il y a eu beaucoup de développement un peu plus technique, c'est un modèle qui reste important pour les cours, parce que c'est un modèle qui permet d'intégrer dans un cadre un peu plus général, un cadre synthétique, les apports de la théorie générale de Keynes. Le modèle ISLM est développé par plusieurs individus, en particulier John Hicks, et un autre qui est Alvin Hansen. Donc ça, c'est, on va dire, les deux auteurs qui s'intéressent, qui vont développer principalement les fondations du modèle ISLM. Et ce modèle, comme je le dis, permet de synthétiser les apports de Keynes et de les rendre comparables avec l'analyse qui était jusqu'ici l'analyse économique de la croissance et du produit national, qui était l'analyse en termes d'équilibre général. Donc l'idée d'ISLM, c'est de pouvoir d'abord interpréter Keynes avec des graphiques, puisque la théorie générale de Keynes, c'est un ouvrage dans lequel il y a très peu d'équations et très peu de graphiques. Donc là, c'est essayer d'interpréter la théorie générale de Keynes avec des outils qui sont en fait les outils qu'utilisent généralement les économistes, surtout après les années 30, les outils que vous connaissez maintenant, les mathématiques, l'analyse graphique. Et une fois qu'on a interprété les apports principaux de Keynes dans ce cadre analytique, on peut les comparer avec ce que vont dire des économistes qui ont une approche plus traditionnelle sur le rôle des prix, sur le rôle du taux d'intérêt. Les économistes qu'on va appeler les néoclassiques. Donc c'est pour ça qu'on appelle le modèle de ISLM un modèle de synthèse néoclassique. Synthèse néoclassique, synthèse de quoi? Synthèse des apports de Keynes dans un cadre qui le rend compatible au modèle néoclassique. Alors ISLM, ça ressemble à ça, c'est-à-dire c'est un graphique avec en axe des ordonnées le taux d'intérêt, en axe des abscisses le revenu national, une courbe décroissante qui sera la courbe IS, une courbe croissante qui sera la courbe LM, et la rencontre entre les deux nous donne un équilibre macroéconomique, je vais appeler A, et cet équilibre macroéconomique, il est caractérisé par un revenu national d'équilibre qui est donné par un taux d'intérêt d'équilibre. Alors, on ne peut pas commencer à regarder ISLM et à s'intéresser à ISLM si vous n'avez pas un certain nombre de prérequis en macroéconomie. On va utiliser des équations qui sont les équations comptables du circuit économique. Donc, il vous faut impérativement avoir un certain nombre de connaissances avant de commencer l'étude de ces vidéos sur ISLM. Mais vous pouvez, par exemple, regarder des vidéos dont je vais vous donner les adresses qui vont s'afficher à l'écran, qui sont des vidéos qui vous permettent d'abord d'avoir une introduction à la macroéconomie, ensuite d'avoir une présentation du circuit économique, les équilibres comptables, en particulier un équilibre comptable important qui est et des équilibres économiques, présentation des équilibres comptables et des équilibres économiques, en particulier l'équilibre offre-demande sur le marché des biens et services. Et j'ai une vidéo entière consacrée à ça. Cet équilibre offre-demande sur le marché des biens et services, quand il n'y a pas d'État et quand le pays n'est pas ouvert à l'extérieur, se caractérise par l'égalité de l'épargne et de l'investissement. Donc ça, il y a une vidéo là-dessus. C'est quelque chose qu'il faut comprendre parce qu'en fait, cette courbe-là, IS, là, tout ce qui va être sur cette courbe IS, c'est en fait l'ensemble des équilibres sur le marché des biens et services, tous les taux d'intérêt et revenus national qui permettent l'équilibre sur le marché des biens et services. Elle s'appelle IS parce que, implicitement, dans un monde sans État et sans ouverture avec l'extérieur, I égale S implique cet équilibre sur le marché des biens et services. Donc ça, il faut connaître. Il faut aussi jeter un œil à la vidéo sur le multiplicateur keynésien, parce que finalement, comme ISLM, c'est un modèle qui essaie d'interpréter l'analyse keynésienne dans un cadre avec des graphiques et des équations, il faut connaître un petit peu le mécanisme du multiplicateur keynésien sur lequel je ne vais pas revenir dans ces vidéos. Voilà, donc une fois que vous avez vu ces vidéos, on peut s'intéresser à l'analyse du modèle ISLM. Alors, dans ce modèle ISLM, on a deux choses. Si on regarde de quoi parle ISLM, on a une première courbe qui est IS. Donc je vous rappelle, ordonnée c'est le taux d'intérêt, je le mets petit r, mais vous trouverez aussi des présentations qui s'appellent avec petit i. La différence entre I et R traditionnellement pour les notations, c'est que I c'est le taux d'intérêt nominal, c'est le taux d'intérêt qui est affiché, R c'est le taux d'intérêt réel, c'est un taux d'intérêt qui est corrigé de l'inflation. Mais là, on va pas rentrer forcément dans ces détails-là, donc je mettrai R, mais vous trouverez des présentations avec I. On a une courbe IS qui est décroissante et qui représente l'équilibre sur le marché des biens et services, donc une partie du circuit économique, avec l'offre globale qui sera égale à la demande globale. Et puis on a une autre courbe
qui est LM. Et ça nous donne l'ensemble des équilibres sur le marché de la monnaie. Donc ISLM principalement représente deux marchés, le marché des biens et services et le marché de la monnaie. Alors, il faut noter que la théorie macroéconomique considère en fait trois marchés. Le marché qui n'est pas représenté dans ISLM mais qui est sous-jacent dans l'analyse, donc le troisième marché, c'est le marché des capitaux ou des fonds prêtables, dans lequel en fait l'offre de fonds prêtables et la demande de fonds prêtables, en gros l'épargne et l'investissement, se rencontrent. Pourquoi est-ce que ce troisième marché n'est pas représenté dans l'analyse? Eh bien, c'est à cause de quelque chose que l'on appelle la loi de Walras. Je sais pas pourquoi j'ai choisi une police aussi assez impressionnante. Alors, cette loi de Walras, elle nous dit que, bien, si vous avez un équilibre sur deux des trois marchés, vous avez nécessairement équilibre sur le troisième marché. Pourquoi? Parce que en fait, quand vous avez le déséquilibre sur un marché, c'est un peu comme les vases communicants. Quand vous avez un déséquilibre sur un marché, vous avez un déséquilibre inverse sur un autre marché. Donc si vous avez en tout une économie avec trois marchés, si vous avez deux marchés à l'équilibre, ce qui reste, c'est forcément en équilibre. Donc ça, c'est la loi de Walras. Et cette loi de Walras, elle nous permet de dire, quand on a trois marchés dans une économie, on peut s'intéresser à deux de ces trois marchés, sachant qu'implicitement, le troisième marché sera à l'équilibre. Donc là, on va s'intéresser au marché de la monnaie et ensuite, on s'intéressera au marché des biens et services. Autre information introductive qui est importante. Dans mes vidéos d'introduction à la macroéconomie, j'ai présenté un cadre général qui s'appelle le modèle ASAD ou OGDG, qui est offre globale, demande globale, voilà, et qui fixe un équilibre microéconomique avec un revenu d'équilibre et un niveau de prix d'équilibre ou d'inflation d'équilibre. Alors, quel est le lien entre ASAD et ISLM? ASAD, vous voyez, représente une offre globale et une demande globale qui dépendent fondamentalement du niveau des prix, de l'inflation. Or, dans ISLM, vous voyez que, en fait, le graphique il est un peu différent. C'est pas le niveau des prix qui est en ordonnée, c'est le niveau du taux d'intérêt. Alors qu'en abscisse, on garde le niveau de produit intérieur brut. Pourquoi? Parce qu'en fait, ISLM, ce n'est qu'une petite partie de la macroéconomie. Ce qui nous intéresse ici, si vous avez vu les vidéos sur l'introduction à la macroéconomie, c'est le court terme, c'est-à-dire le stock de capital est fixe. Je rappelle, s'il y a une augmentation du produit, ça implique forcément une baisse du chômage. D'accord? Ça, c'est à cause du court terme. Ensuite, à l'intérieur de ce court terme, on a en fait une petite zone ici qui est ISLM. Voilà, dans un cadre beaucoup plus grand qui est le cadre ASAD. Alors, pourquoi? Parce que ASAD, ça inclut ISLM plus des considérations sur l'inflation, sur la variation des prix, plus des considérations sur l'offre globale et les déterminants de l'offre globale. Ce qui veut dire qu'en fait, ISLM, c'est une sous-partie de l'analyse de la demande globale. Alors, je m'explique, c'est peut-être pas très clair, donc on va expliquer pourquoi. Parce que, en fait, ISLM étudie une économie, alors souvent une économie fermée, on va commencer par une économie fermée, on verra après une économie ouverte avec ce qu'on appelle le modèle Mendel-Fleming, ou ISLM-BP, bref. Donc ISLM, ça s'intéresse à une économie fermée dans laquelle les prix sont fixes, sont constants. Donc dans l'analyse d'ISLM, on s'intéresse à étudier l'évolution de l'équilibre macroéconomique, sachant que les prix ne bougent pas. Les prix ne bougent pas pour des raisons que vous pourrez voir peut-être plus tard si vous regardez toutes les vidéos sur ASAD, mais les prix ne bougent pas parce qu'il est coûteux de changer les prix ou parce que quand on est en sous-emploi, il est beaucoup plus facile pour les entreprises d'embaucher des individus plutôt que d'augmenter les prix quand vous avez une hausse de la demande. Et ça, c'est très keynésien. Et je vous rappelle que ISLM, c'est un cadre très keynésien, alors qu'ASAD, c'est un cadre beaucoup plus général dans lequel vous avez une partie correspondant à la demande globale qui correspond à peu près au cadre keynésien et dans lequel on ajoute les variations des prix, et puis une autre partie qui est dans un cadre plus néoclassique, dans lequel on ajoute l'offre globale et les déterminants de l'offre globale. On a donc cette égalité que vous connaissez, puisque c'est de la macroéconomie, donc dans cette macroéconomie, on a toujours cette égalité-là. On a l'offre de produits, donc ça c'est le PIB, c'est la même chose que l'offre de produits, l'offre de biens et services, d'accord? Donc on a cette égalité entre donc le PIB et puis la demande, c'est-à-dire C plus I plus G. Je m'intéresse à une économie fermée, donc d'habitude on a X moins M, si vous avez vu les vidéos sur le circuit économique, mais là, pour l'instant X moins M, je les mets de côté, on verra plus tard avec un autre, avec un ISLM un peu plus compliqué. Donc, j'ai bien cette égalité entre l'offre et la demande globale, d'accord, sachant que les prix sont fixes,
Donc on n'est pas dans ce cadre-là, hein, puisque AD, dans AD, on a les prix flexibles. Et on a cette idée que, eh bien, dans ISLM, je vais considérer que si la demande globale augmente, parce qu'il y a une augmentation de la conso, ou et parce qu'il y a une augmentation de l'investissement, ou et parce qu'il y a une augmentation des dépenses publiques, eh bien, s'il y a une augmentation de la demande globale, l'offre globale augmente immédiatement pour s'adapter à la demande globale et augmente ses quantités produites. Elle n'augmente pas les prix. Les prix sont constants, je vous le rappelle, dans ISLM. Donc, on augmente forcément les quantités produites pour répondre à l'augmentation de la demande globale. Donc ça, c'est très keynésien, hein, cette idée que, on va pas s'intéresser à la variation des prix et dire, il peut y avoir des problèmes si la demande globale augmente parce qu'en fait, on pourrait répondre à cette demande globale par une augmentation des prix et pas une augmentation des quantités. Là, on dit, voilà, s'il y a une augmentation des quantités produites, pour répondre à une augmentation de la demande globale, eh bien, ça veut dire donc que dès qu'il y a une augmentation de la demande globale, si on fait le raisonnement inverse, dès qu'il y a une augmentation de la demande globale, ça implique une augmentation de l'emploi, puisque ça implique une augmentation du PIB, emploi, voilà, et ça implique donc une baisse du chômage. Donc ça aussi c'est très keynésien, c'est-à-dire on est dans un cadre où l'offre réagit en fait à l'augmentation de la demande globale et réagit comment? Eh bien en augmentant les quantités et non pas les prix sont constants, et donc une augmentation de la demande globale engendrera souvent, tout le temps même, une augmentation de la production nationale et donc une baisse du chômage. Donc c'est avec ce modèle ISLM simplifié, si vous voulez, c'est avec cette représentation simplifiée qui est, je le répète, si on regarde le petit patatoïde, vous voyez, une partie seulement du cadre ASAD, de la macroéconomie de court terme. Donc si on regarde juste ISLM, ça va nous permettre d'étudier la demande, étudier les politiques qui vont stimuler la demande, qui vont jouer sur le multiplicateur keynésien et qui vont permettre de stimuler la demande pour résorber le chômage et augmenter le PIB. Et ISLM, ça ne sert qu'à ça, d'une certaine manière. On ne s'intéressera donc pas à l'augmentation des prix, on ne s'intéressera donc pas au changement de conditions de production. S'il y a par exemple un choc pétrolier, s'il y a par exemple une baisse de la productivité, pour une raison ou une autre, on ne s'intéressera pas à l'offre globale. Donc vous voyez, on est dans une sous-section de la macroéconomie de court terme. Et donc, si on veut faire un lien avec, une fois que vous avez vu ISLM, si vous voulez voir ensuite ASAD, quand on va intégrer dans ISLM la variation des prix, eh bien tout ce que ISLM nous raconte avec la variation des prix, avec des prix flexibles, ça va nous donner la courbe AD. Donc si vous regardez les vidéos sur la courbe AD, vous retrouverez en fait les conclusions du modèle ISLM en intégrant la variation des prix. Et pour comprendre l'équilibre macroéconomique global, il faudra aussi rajouter, regarder les vidéos, sur les conditions de production, sur l'offre globale, et comment les deux s'ajustent pour former un équilibre macroéconomique complet. Donc ici, dans ISLM, on a uniquement deux variables clés qui sont le taux d'intérêt et le revenu national.